Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité, Laurent Janoviez, directeur général d'une société de financement basée aux Antilles et en Guyane. On parlera finance, bien sûr. Vous savez que les banques prêtent de moins en moins. Ils prêtent, mais avec beaucoup plus de difficultés. On va en parler. Pourquoi et quelle alternative? On en parle avec l'invité du journal, Laurent Janoviez. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Devant la Chambre de commerce et d'industrie, un tas de terre. Hier, la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, FEDOMG, a lancé un mouvement de protestation après avoir quitté une réunion sur l'avenir du pôle technique minier de Guyane. Le financement de cette structure s'achève dans une quinzaine de jours et la CCI n'a plus les moyens de continuer. Une subvention de 250 000 € a été apportée par la région, un changement qui ne réjouit pas la FEDOM. La région conditionne une subvention pour finir l'année. Conditionne cette subvention au fait que le PTMG passe en région, à la CTG au 1er janvier 2016. Sauf que le président de la CTG au 1er janvier 2016, il aura d'autres soucis en tête. Nous n'avons aucune garantie que si la région reprend le bébé en l'état, ce soit au profit des professionnels. Les professionnels se sont donc manifestés pour montrer leur désapprobation et leur inquiétude. On travaille pour notre survie, on est des chefs d'entreprise, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des chefs d'entreprise. Tous les jours on doit travailler, nous avons des employés et aujourd'hui le PTMG est une structure vraiment solide qui a fait ses preuves et je suis désolé, nous ne pouvons pas accepter ça au sein de la FEDOMG. Ma position elle est claire en tant que membre associé de la Chambre de commerce. Je désavoue la prise de parti de mon président. On ne peut pas accepter aujourd'hui une structure qui marche au sein de la Chambre de commerce, le PTMG, que nous avons accompagné durant ces dernières années. Et aujourd'hui, qu'on nous dise, bon voilà, l'appui aux entreprises du PTMG puisse partir à la région. C'est hors de question. De son côté, le président de région, Rodolphe Alexandre, reproche ce manque de débat. La réaction de la FEDOM Guyane est pour lui inexplicable. Nous avons simplement dit que nous leur laissons de poursuivre le travail. Simplement, c'est la gouvernance. À partir du moment qu'il y a un COPIL, donc un comité de coordination qui se réunit par trimestre, qui se réunit par semestre, mais on n'a jamais dit que nous voulions donc, avoir tous les pouvoirs. Il était normal qu'à partir du moment où l'argent du contribuable entre dans la filière, que véritablement il y ait une vision. Alors si maintenant on n'accepte pas, ça prouve que la démocratie est fourvoyée, ça prouve qu'il y a peut-être d'autres intérêts et que d'autres obéissent à des clichés ou obéissent à des dépendances qui ne leur appartiennent pas. Pour le moment, l'entente est loin d'être parfaite, mais selon la directrice générale de la CCIG, tout sera réglé avant la fin de l'été. La FEDOM a au moins gagné sur un point. Le pôle technique minier de la Guyane restera dans les locaux de la Chambre de commerce et non à la région. Les représentants de la FRBTP du département se sont réunis ce matin afin d'étudier ensemble le lancement du processus de création d'une opération d'intérêt national en Guyane en 2016, proposé par les ministres Sylvia Pinel et Georges Paul-Langevin, ministre du Logement et des Outre-mer. Ce dispositif permettrait à l'État de déterminer les modes d'utilisation de certains périmètres jugés stratégiques et d'y exercer seul. Pour faire simple, l'État décide de ce qui doit être construit sur cette zone donnée en faisant abstraction des règlements locaux d'urbanisme. Si les acteurs du BTP sont d'accord sur la mise en place de cette initiative, ils soulignent le manque de réponse quant aux autres points de leurs revendications. Un truc qui est très positif, c'est que c'est la première fois qu'on a communiqué au niveau ministériel sur la création de l'OIN. Donc il y a une reconnaissance par l'État donc de l'utilité de cette OIN. L'OIN, là on travaille à plus long terme. Je veux dire, c'est l'aménagement à plus long terme parce qu'on veut que l'acte de construire s'organise en Guyane 10-20 ans, ce qui n'est pas le cas. Et là on a deux autres revendications qui sont des revendications à très court terme, qui sont le déblocage de 260 millions de travaux. Et puis, encore plus important, l'attribution de 30 millions de LBU qui devrait permettre la mise en chantier d'à peu près 800 à 1000 logements où les permis sont accordés, où les appels d'offres sont passés et donc qui permettrait de relancer l'activité du BTP en Guyane. La création de cette OIN serait effective au courant de l'année 2016, ont annoncé les deux ministres, une fois que les travaux de préfiguration auront été réalisés.
Un délai jugé inutile par le directeur de la FRBTP. Après 6 ans de discussions et de revendications, les contours de l'OIN sont déjà établis. On a analysé le communiqué et on en conclut que mesdames les ministres souhaiteraient repartir dans encore un nouveau rapport sur l'opportunité de cette OIN ou l'adaptation de cette OIN. Pour nous, tout est clair. Il y a eu des multiples rapports, il y a eu 6 ans de discussion. Les contours de l'OIN sont clairs, la gouvernance est claire, donc la fédération souhaite vraiment que là, maintenant, on parte dans un processus de création de l'OIN, donc de décret d'application de la création de l'OIN, et puis de lancer toutes les procédures administratives pour créer l'OIN. Il est hors de question qu'on reparte dans des rapports ou des analyses sur l'opportunité de l'OIN. Il y a quelques semaines, ils étaient plus de 1200 travailleurs du BTP dans les rues de la ville à manifester pour l'avenir du secteur en Guyane. La direction de la FRBTP déclare qu'elle n'en restera pas là, et ce, tant que leurs revendications ne sont pas toutes acceptées. Taubira une nouvelle fois au centre des critiques. Ce mardi, Éric Ciotti, député du Parti Les Républicains, a profité des questions au gouvernement pour s'en prendre une nouvelle fois à l'élu guyanaise. Il accuse la ministre de provoquer Manuel Valls pour mieux négocier sa nomination à la présidence du Conseil constitutionnel. La semaine dernière et ce week-end, vous avez franchi, Madame la ministre, une étape supplémentaire dans la provocation à l'égard du Premier ministre. Vous n'avez pas hésité à lancer un ultimatum à votre Premier ministre pour le contraindre de présenter le projet de loi sur la délinquance des mineurs que vous portez et que vous voulez porter. Mais sur la forme, Madame la ministre, j'ai envie de vous demander jusqu'où irez-vous? Où vous voulez aller? Que cherchez-vous? Arrivé sous une standing ovation, Christiane Taubira remballe son interlocuteur avec beaucoup d'ironie. J'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Alors c'est aussi la première fois que le Premier ministre aurait besoin d'un défenseur. Une réponse qui a beaucoup amusé l'Assemblée. La ministre a également rappelé sa volonté d'en finir avec les tribunaux correctionnels pour mineurs. Ce sujet extrêmement important, et tous ceux qui sont concernés le disent clairement, que ce soit les magistrats et les professionnels de l'enfance, que ce soit les élus locaux qui plaident pour un terme à cette incohérence et cette illisibilité, que ce soit bien entendu les victimes qui en ont assez d'attendre des procès trop tardifs. Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours. Christiane Taubira avait déclaré vendredi qu'elle n'assumerait pas que la réforme de la justice des mineurs promise par François Hollande et qui se fait attendre ne soit pas réalisée. 2 embarcations de pêche illégale ont été arraisonnées hier matin dans l'embouchure de la Prouague. Lors d'un contrôle effectué par la brigade nautique de gendarmerie de Matoury, appuyée par les gendarmes maritimes venus en renfort. 2 personnes se trouvaient à bord de la première, ainsi que 400 kg de poissons et 800 mètres de filet. 2 autres personnes se trouvaient à bord de la seconde, ainsi que 150 kg de poissons et 1000 mètres de filet. Les 2 embarcations n'avaient aucune marque d'identification ni papier à bord. Les hommes d'équipage déclarent être originaires du Brésil. Sur instruction du directeur de la mer de Guyane, les 2 embarcations ont été déroutées vers Regina. Depuis le début de l'année, 31 navires de pêche illégale ont été arraisonnés dans les eaux françaises de Guyane. L'année dernière, 65 bateaux ont été arraisonnés, 127 km de filets ont été saisis et une soixantaine de capitaines ont été jugés. Les opérations de lutte contre la pêche illégale continuent. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, Laurent Janoviez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'une société de financement basée aux Antilles et en Guyane. Depuis de nombreuses années, on a remarqué que les banques ont du mal à prêter, ont du mal à financer, que ce soit au niveau personnel ou même avec les entreprises. Avant de parler d'alternatives, pourquoi, d'après vous, spécialiste des finances?
Alors, je ne dirais pas que les banques ont du mal ou les établissements financiers ont du mal. On est plus dans un schéma où il y a eu une crise, démarrée en 2007-2008, et les niveaux de contrôle sont beaucoup plus forts. Il y a une réglementation qui s'est alourdie, qui s'est aussi renforcée pour protéger les gens qui empruntent, notamment les lois de crédit à la consommation pour les particuliers. Donc aujourd'hui, on est plus dans un schéma où une nouvelle transparence est demandée dans le rapport entre les financeurs et les emprunteurs. Alors, quelle alternative vous proposez? Alors là, il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, mais également le citoyen lambda qui nous regarde ce soir et qui doit chercher une alternative parce que malgré tout, quand même, les gens sont fâchés, disons les choses franchement, contre leur banque, parce qu'ils ont du mal. Alors, on a eu un élément d'explication, mais quelle alternative vous proposez ce soir? L'alternative, elle est toujours un petit peu la même. Il faut être capable d'expliquer comment on va rembourser. La problématique de fond d'un établissement financier, c'est ce n'est pas gratuit, ce n'est pas du mécénat. Donc il y a une relation de confiance qui va s'établir entre quelqu'un qui avance de l'argent pour permettre à l'entreprise ou au particulier de réaliser un projet, de réaliser un investissement. Et derrière, il va falloir respecter les modalités qui ont été convenues entre les deux parties pour rembourser cet argent. Donc toute la difficulté est dans la confiance qui va se créer entre les deux. Alors il y aura deux façons très différentes. Le particulier, ça peut être une fois, et on ne se connaît pas forcément d'avant. Donc on va demander beaucoup d'informations sur l'origine des fonds qui vont être proposés pour le remboursement, la régularité, la capacité sur la durée de l'emprunt à rembourser. Pour les entreprises, il y a souvent des notions d'encours qui vont devoir se répéter parce qu'il y a une pérennité nécessaire. Et là, on passe dans un axe de confiance entre l'entrepreneur, sa capacité à démontrer sa bonne gestion, et l'entreprise financière qui, elle, va s'intéresser, bien entendu au passé, à travers l'analyse des bilans et des comptes de résultats, mais qui doit aussi progresser dans sa compréhension du futur. Alors, on dit souvent qu'on ne prête qu'aux riches, tout le monde n'est pas riche. On fait comment ? Mieux comprendre le métier, si c'est peu importe l'entreprise, le professionnel, pour pouvoir financer. Comment on fait? On est souvent frileux quand on sent qu'il peut y avoir des difficultés. Vous parlez de la notion de confiance, c'est un mot-clé pour vous. Alors c'est un mot-clé, d'autant qu'on est dans un pays, la France, et les Antilles, la Guyane ont le même système bancaire où on est très bancarisé dans le sens prêt, on finance beaucoup par les prêts. Les anglo-saxons font beaucoup appel au capital. Donc c'est des modes de financement différents. On a nous pas du tout de l'habitude d'aller chercher des investisseurs sur le capital. Souvent le propriétaire d'une entreprise aime bien garder la maîtrise totale, a peur de faire venir des investisseurs. Donc on se ferme une possibilité. Du coup, lorsque je parle à des entrepreneurs aujourd'hui, souvent, ce que j'ai constaté en arrivant aux Antilles, c'est que on est un peu mono-partenaire avec un établissement bancaire depuis des années. Et quand arrive un problème, les autres ne nous connaissent pas ou nous découvrent dans la période du problème. Donc c'est difficile de leur demander de nous faire confiance dans un avenir meilleur alors qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Donc un des éléments de réponse, ça peut être aussi, dès que vous avez une activité qui se développe, bien entendu, il faut avoir un partenaire majeur dans le monde financier, mais pas qu'un seul. Voilà, n'ayez pas qu'un seul partenaire financier. C'est important d'avoir des contacts réguliers, d'informer sur ce que l'on fait, 1 ou 2 fois par an, de recevoir les partenaires financiers pour leur dire où on en est. Avoir une difficulté dans la vie d'une entreprise, c'est normal. Lorsque vous prêtez, est-ce que vous faites partie des gens, vous regardez la perspective d'un marché, on va dire, supplémentaire, est-ce que vous accompagnez également l'entreprise ou parce que certaines sociétés prêtent et ne s'occupent plus du reste et s'il y a des soucis, on arrête tout, on ferme tout. Quel est votre fonctionnement à vous ? Alors ça dépend encore une fois de la typologie du financement que vous faites. C'est certain qu'entre un particulier et une entreprise, et puis la typologie de ce que vous financez dans l'entreprise, entre donner une ligne de crédit sur laquelle l'entreprise va tirer au fur et à mesure, ou financer un bien d'équipement par exemple, le risque pour l'entreprise financière n'est pas le même. Il faut bien comprendre qu'un établissement financier il prête de l'argent, ça veut dire qu'il mobilise des fonds propres de sa propre entreprise, et que fonction du risque qu'il prend, ça n'a pas le même coût. Et ça participe un peu des réglementations dont je vous parlais, qui se sont durcies sur les dernières années. Comme on a fait un peu n'importe quoi il y a plus d'une dizaine d'années, où
quelle que soit la solidité de l'établissement financier, on prêtait sans limite, notamment chez les anglo-saxons. Les réglementations type BAL 3 ont limité ça. Donc il est nécessaire d'avoir véritablement une bonne compréhension des deux environnements, de la part de l'investisseur, savoir pourquoi sa banque va être à un moment donné un petit peu plus contraignante, et ne pas s'axer sur ce que j'entends qui moi me panique, c'est quand j'entends c'est quoi votre taux. C'est peut-être la dernière question à poser. C'est même sûrement la dernière question à poser. Il y a des taux qui frisent des choses qui peuvent faire peur quand même, vous donner froid dans le dos. Non, je crois que pour vous, non ? Si vous regardez bien par rapport à l'investissement que vous faites, une entreprise ou un particulier, tous les frais qu'il engage, si vous faites une moyenne, un taux du simple au double, c'est pas ce qui va faire la différence sur sa trésorerie dans la durée. Bien sûr qu'il faut le discuter, je dis pas qu'on ne regarde pas, mais c'est un peu comme un acte d'achat. Vous n'achetez pas une voiture que pour son prix. Vous l'achetez aussi pour l'usage que vous en avez. Donnez-nous un exemple d'une société qui aurait pu être en difficulté, que vous avez aidé, redressé par le financement, par la confiance, l'accompagnement également. Alors, ça tombe très bien que vous me posiez la question parce que on a une histoire aux Antilles d'une 50aine d'années, Guyane un petit peu moins longtemps, mais c'est la même émanation. Il y a, je dirais 4 ans, puisque moi je n'étais pas encore là, un de nos partenaires principaux, des gens avec qui nous travaillons depuis des années dans le financement de leur activité, qui ont connu des difficultés les amenant à un plan de sauvegarde, très clairement, la confiance mutuelle qui a fait que non seulement ils n'ont pas masqué les difficultés. Ça c'est important. Hein. C'est primordial. Ils ont expliqué leur plan de redressement, comment ils comptaient le faire. Et lorsqu'ils sont venus nous voir, il y avait tous les établissements financiers qui travaillaient avec eux. Certains n'ont pas souhaité les accompagner. Nous, on a fait le pari de les accompagner. Aujourd'hui, on en est très satisfait parce que ça s'est déroulé exactement comme ils ont annoncé que ça se déroulerait. On a mis en place des systèmes de remboursement de la dette qu'on avait avec eux, fonction de l'évolution de leur activité à la suite. Et ça fait pas très longtemps qu'on a fait un bilan ensemble. Aujourd'hui, les deux parties sont satisfaites. Mais aujourd'hui, on est non seulement satisfait, mais on réinvestit. C'est-à-dire que nous reparticipons au développement de cette entreprise. Donc, pour vous donner cet exemple-là, pour moi, il est révélateur d'une chose, c'est que si nous n'avions pas eu d'histoire avec eux, et qu'ils étaient venus nous voir à cette période de difficulté alors qu'on n'avait jamais travaillé avec eux, on n'aurait pas mis 1 euro dans cette entreprise. Très bien. Le mot le plus galvaudé, vous dites, c'est le mot partenariat. Expliquez-nous. Oui, alors je dis que le mot partenariat, aujourd'hui, on le met à toutes les sauces. Vous n'entendez pas, alors c'est pas à l'homme de télé que vous êtes que je vais apprendre ça, mais tout le monde se gausse d'être partenaire. Alors, aujourd'hui, c'est indispensable de l'être. Par contre, il faut savoir ce que ça implique. Et le partenariat, pour moi, ne s'appuie que sur de la confiance. Si je n'ai pas confiance dans les chiffres qui me sont présentés, si je n'ai pas confiance dans la capacité et la compétence de l'individu qui est en face de moi, je n'ai aucune raison d'aller investir et prendre un risque financier avec lui. Donc, le partenariat, c'est que j'ai en face de moi quelqu'un qui m'explique quelles sont ses compétences techniques, financières, commerciales. Donc, je dois m'y intéresser au-delà de son bilan. Et à l'inverse, il ne doit pas me cacher les potentielles difficultés, les plans d'action, puisque moi, derrière, je sais très bien que je vais devoir l'accompagner dans la durée. Donc, c'est ça aussi le partenariat. Alors, un piège... Et j'allais oublier quelque chose. Oui. Le rôle que nous avons aussi, c'est de lui dire la vérité. C'est-à-dire que parfois, on ne va pas forcément aller avec lui dans le sens de son projet, mais si on n'y va pas, il faut qu'on soit capable de dire pourquoi on ne croit pas à son projet. Alors, attention au piège également. Tout le monde peut tomber dans ce piège. Ne pas confondre dividendes et revenus. Oui. On croit souvent ce cas de figure, on va dire. Là, c'est une problématique, effectivement, je vous parlais de compétences techniques, commerciales, financières. Je pense que de la même manière que je disais qu'on fait peu appel dans la culture française à des capitaux extérieurs, on a un peu du mal à faire confiance aux autres sur la gestion de l'entreprise aussi. Et beaucoup de dirigeants d'entreprise sont un peu seuls. Ça s'improvise pas, la comptabilité, ça ne s'improvise pas la finance, et vous verrez que tous ceux qui réussissent en général ont très très bien géré et ont su faire la différence entre ce qu'il était nécessaire de réinvestir dans l'entreprise pour lui permettre de se pérenniser versus prendre tout de suite les dividendes comme de l'argent courant, de la trésorerie qu'on peut dépenser à tout va. Voilà, une nouvelle façon de trouver un financement, notamment pour le citoyen lambda, également pour les entreprises. Le mot de la fin, Laurent Janoviez,
une nouvelle façon de penser à travers une certaine transparence de ce que j'entends ce soir. C'est ça, en gros, le discours que vous avez. Moi, je dirais, de notre part, à nos établissements financiers, ne pas avoir peur de donner parfois de mauvaises nouvelles avant d'en annoncer des bonnes. Et à l'inverse, pour celui qui emprunte, être prêt à entendre parfois un effet miroir qui n'est pas forcément agréable, mais de construire son projet. Et de comprendre qu'il est nécessaire de justifier d'une certaine santé financière pour aller au bout. Vous qui êtes installé aux Antilles, Guyane, est-ce qu'on peut avoir confiance en l'avenir lorsqu'on parle d'investissement, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane? Il y a des secteurs où on peut investir. Là, les gens nous regardent ce soir. Alors, j'aurais pas la prétention de savoir mieux que les économistes qui analysent les 3 départements. Moi, ce que je constate, c'est que, comme le reste du pays, nous sommes très liés à la consommation des ménages. Aujourd'hui, sur les 3 départements, on voit des comportements assez différents entre Guadeloupe, Martinique et Guyane. On n'a pas les mêmes sources de progression en ce moment. Néanmoins, on est quand même... 60% de jeunes moins de 20 ans ici, donc ça veut dire un marché plus restreint aussi, parce que ce ne sont pas eux qui ont le portefeuille. Pas forcément eux qui ont le pouvoir d'achat. Donc l'enjeu dépasse, je crois. Je crois que s'il y a une chose peut-être, étant arrivé cette année aux Antilles en Guyane, s'il y a un message moi, que je pourrais passer, c'est d'accepter de s'ouvrir un peu à ce qui se passe ailleurs. Je crois que la problématique des Antilles et de la Guyane ne dépend pas que des Antilles et de la Guyane. On est dans un écosystème. Il faut qu'on accepte de profiter aussi de nos voisins et puis de l'État français qui a beaucoup d'investissements à faire ici. Il faut pas qu'on hésite à être attirant. Et peut-être que parfois on l'oublie. Très bien. Merci beaucoup en tous les cas. J'espère que ça vous a permis d'avoir une certaine ouverture sur vos futures idées de financement ici même sur ATG. Et puis si vous voulez avoir plus de contacts, n'hésitez pas à nous joindre. Sauf si vous avez un numéro de téléphone que vous avez en tête ici, un fixe, où on peut vous joindre ou pas? Alors, je ne vais pas vous le donner parce que celui que j'ai en tête, c'est mon portable. D'accord, très bien. Alors, n'hésitez pas, on fera suivre, bien sûr. Laurent Janoviez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général d'une société de financement basée aux Antilles et en Guyane. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, merci. Le journal de TF1 suivi de Dom Laquezot, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.